Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Grand Jury. Le Grand Jury reçoit ce soir Monsieur Mamadou Lamine Silla. Il est économiste écrivain, donc il va se présenter de façon plus détaillée avant d'entrer dans le débat. Donc avec lui, aujourd'hui, nous allons aborder beaucoup de questions économiques, surtout dans nos pays africains. Et oui, le temps va nous permettre, il n'y a pas de problème. Et surtout, l'intelligence économique, on en parle, donc il va nous expliquer. Monsieur Silla, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci bien. Avec moi ce soir pour vous interroger, monsieur Abdraman Keita, il est le directeur de publication du journal Le Témoin. Monsieur Keita, bonsoir. Bonsoir. Et El Hadj Shana Takiou, directeur de publication du journal Le 22 septembre. El Hadj, bonsoir. Bonsoir Antoine. La famille, ça va bien? Alhamdulillah. Dieu merci. On saurait quand c'est plusieurs fois le Hajj, on dit Al-Hajjaj. Tout titillé, monsieur Takiou, hein? Bon, je le comprends. Hein? Il n'y est pas allé là. Ah, d'accord, hein? Il n'a pas trouvé la voie. Peut-être l'année prochaine, il sera El Hadj. Bon, je le souhaite ça, je lui souhaite ça. D'accord. Ouais, que Merci. Dieu l'appelle rapidement. Ah, c'est un appel. C'est un appel de Dieu. Ah, ok. J'ai été appelé plusieurs fois, lui n'a pas été appelé. Ah, d'accord. Et- Ah, j'ai été appelé plusieurs fois. Ok. Lui n'a pas été encore appelé. Il n'y a pas de problème. Tout ce que je souhaite à mon ami Abdrahman. Il faut faire beaucoup de bénédictions l'année prochaine, voilà. Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Merci et beaucoup. Donc, moi, c'est Antoine Dambélé, le président du jury. Donc, monsieur Silla, votre appréciation sur la composition du jury? Oui, je n'ai pas en tout cas d'opinion préétablie péjorativement. Je pense que c'est un jury très accueillant d'abord, mais il serait peut-être souhaitable pour des questions de genre, effectivement, à l'avenir, participer aussi à la promotion du genre féminin pour la composition du jury. Merci beaucoup. Monsieur Keita, un mot pour notre... Des jurys avec eux. Si c'est avec Y. Bon, je pense qu'en réalité, sa présence ici participe doublement de la diversification de notre plateau d'ici. D'un, parce que nous allons aborder aujourd'hui essentiellement des questions économiques dont il est le spécialiste. Et de deux, il paraît quand même plus jeune que nos invités habituels. Donc à la jeunesse s'ajoute un peu la spécialisation pour donner un peu plus de saveur, de teneur à notre débat d'aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. El Hadj Takiou. Oui, c'est la différence. Ah, c'est une valeur ajoutée de discuter aujourd'hui d'économie. Parce que traditionnellement, on parle beaucoup politique sur le grand jury. C'est vrai. Je pense que la dernière fois, on a eu aussi quelqu'un qui s'est présenté comme spécialiste de la monnaie. C'était l'économie. Aujourd'hui aussi, nous sommes avec un spécialiste en intelligence économique. Et j'espère que demain, nous serons avec un grand sportif également au grand jury pour parler du sport, pas du Real Madrid ou de Barcelone, mais de notre sport à nous, Sport le malien. sport malien. Oui. Donc je pense que c'est une très bonne chose et ça participe de la diversité des thèmes en raison même de l'actualité que vous connaissez. Nos invités traditionnels qui sont les politiques parlent peu en ce moment. Nous allons revenir à eux. Hein. C'est sûr. Ah oui, je les lance un appel. Ils sont des ex-présidents, des anciens ministres. On va les inviter. Qualité, anciens présidents, anciens ministres. Donc, en attendant que cette tempête passe, je veux poser la première question. Monsieur Silla, vous êtes spécialiste en intelligence économique. Est-ce que brièvement, vous pouvez rapidement vous présenter à nos téléspectateurs? Une présentation plus détaillée. Ok. Bonsoir M. Dambélé, bonsoir M. Keita, bonsoir M. Takiou. Je vous remercie pour ces compliments à l'entame de vos propos. En tout cas, j'espère que je serai à la hauteur du débat parce que vous avez l'habitude de recevoir des mastodontes dans des domaines divers et variés, et des poids lourds sur la monnaie, sur l'économie, sur la politique, sur l'anthropologie, qui est le domaine de prédilection de M. Dambélé. Donc, à côté de, en tout cas, tous ces experts-là, bon, à l'entame, je suis très honoré d'être invité aujourd'hui par Renouveau
pour échanger sur cette question d'économie qui est aujourd'hui une question vraiment d'actualité par rapport aux défis économiques de notre pays, de notre confédération, de la sous-région et même aux défis économiques mondiaux. Et pour commencer, comme M. Dambélé l'a assez bien dit, je suis économiste avec une spécialité en intelligence économique. J'ai une petite, plus d'une quinzaine d'expériences bancaires au Mali et puis à l'international, dans des fonctions de responsabilité. Et aussi, je dirige un cabinet de conseil en financement en faveur des États, des entreprises et des collectivités territoriales. Et parallèlement à cela aussi, j'ai eu l'opportunité d'enseigner à l'Université du Mali et dans les universités privées. Et je préside également l'association malienne pour la promotion de l'intelligence économique et vice-président de l'association du Forum des associations africaines d'intelligence économique basée à Rabat au Maroc. Et pendant cette activité d'intelligence économique, l'opportunité m'a été offerte, ou on va dire j'ai saisi l'opportunité plutôt, de faire un petit essai, un petit livre en 2022 qui s'intitule « Vision prospective du financement des économies de la zone UEMOA à travers l'intelligence économique ». Et ce livre est disponible aujourd'hui dans l'ensemble des 8 pays de la zone UEMOA sur Amazon et est vendu à peu près à quelques 3700 exemplaires et a eu 2 distinctions, dont une distinction internationale comme meilleur livre international d'intelligence économique décerné par le Royaume du Maroc en 2022 et meilleur livre du Salon international des livres d'économie et de management décerné par le Salon. Et vous avez fait vos études fondamentales jusqu'à lycée ou comment un peu il faut... Oui, donc le deuxième prix a été décerné par le Salon de l'UEMOA, le Salon international des livres d'économie et de management de la zone UEMOA, donc en janvier 2023. J'ai commencé mes études ici au Mali, comme tous les Maliens, donc à Magnamougou, à côté du marché. Après, j'ai fait l'école de Sokorodi, qu'on appelle l'école de Ben. Après, je suis allé au lycée technique de Bamako pour aller faire économie. Après l'économie, j'ai eu l'opportunité de m'évader à l'international en France, donc où j'ai commencé, où j'ai poursuivi plutôt les études d'économie, où je suis resté pratiquement... Monsieur Silla, dans votre présentation, on sait que vous avez une thèse en économie où vous avez parlé de beaucoup de fois intelligence économique. Voilà. Intelligence économique. Qu'est-ce que c'est l'intelligence économique? Ça laisse même ma question. Hein? Alors, qu'est-ce que l'intelligence économique? Si vous me permettez de faire un petit flashback, lorsque la Grande Guerre était terminée, et 45. En 1945 exactement, tout à fait. Donc, on avait, à l'issue de la Grande Guerre, 2 grands blocs dans le monde, que vous connaissez certainement, le bloc capitaliste et puis le bloc communiste. Et chaque bloc s'était préparé compte tenu des conséquences humaines, matérielles, financières, en tout cas, et les conséquences socioculturelles de ce traumatisme de la Grande Guerre. Donc chaque bloc s'était préparé pour éventuellement une autre guerre, pour le préparer de manière, en tout cas, préventive. Donc chaque bloc avait commencé à investir... Pour une éventuelle 3e guerre. Chaque bloc avait commencé à investir dans des dispositifs techniques, technologiques, humains, logiciels, pour collecter de l'information, de renseignements sur l'autre bloc ou sur les allées de l'autre bloc. Donc, les blocs se sont retrouvés avec un stock énorme d'informations sur tous les domaines de la vie et sur tous les domaines économiques. La course à l'armement. La course à l'armement aussi était un bel exemple. Donc, on est resté à accumuler justement et à investir massivement, financièrement, dans la formation des agents pour collecter le renseignement, dans l'équipement en matière de technologie, des logiciels pour collecter l'information. Mais heureusement ou malheureusement, ça dépend là où on se situe, la guerre n'a pas eu lieu, en tout cas jusqu'à la date d'aujourd'hui. Donc, dans les années, en tout cas 1970-80, les États-Unis ont eu l'idée d'orienter tout ce stock d'informations collectées sur les marchés internationaux, sur le goût des consommateurs, sur les rapports sociaux entre les gens et l'entreprise, sur les rapports entre les entreprises et les États. Donc, c'était des informations pêle-mêle. Donc, les Américains ont eu l'idée de les retraiter, de les orienter et de les mettre à la disposition de leur entreprise
du secteur privé américain. Donc, qui les a utilisés pour comprendre les goûts des consommateurs à l'international. Et ces multinationales se sont positionnées pour maintenant aller à la conquête de l'international, pour prendre des parts de marché. Donc, on va partir de là que l'information qui était au début militaire a été utilisée pour être une information stratégique destinée à la guerre économique. Donc, c'est là l'intelligence économique, en tout cas, a réellement commencé. À la même occasion, vous voulez dire que ça vient des États-Unis, l'origine de... Non, ça ne vient pas des États-Unis. L'intelligence économique a toujours existé, parce que les gens ont toujours collecté de l'information. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais la forme la plus formalisée, la conceptualisation en tant que discipline, en tout cas, a commencé aux États-Unis avec l'art militaire. Donc voilà en gros c'est quoi l'intelligence économique et d'où vient-elle. Donc l'intelligence économique, c'est la collecte, le traitement et l'analyse de l'information stratégique destinée maintenant aux acteurs économiques pour prendre les bonnes décisions. Si vous pour prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, l'information, on le sait tous, vous êtes des experts de la science de l'information en tant que journaliste. L'information a une valeur inestimable. Parce qu'on a compris avec le temps que la compétitivité d'une entreprise ne peut pas se baser seulement sur le prix que l'entreprise offre. Ou la qualité. Parce que vous pouvez avoir un prix meilleur ou une qualité supérieure, mais vous pouvez fermer demain. On a vu les exemples dans le monde. Il y en a beaucoup d'exemples. On peut même en citer. Donc il faut accompagner justement les stratégies prix hors prix par la stratégie, ce qu'on appelle la compétitivité informationnelle. Donc, qui va permettre de protéger le patrimoine immatériel de l'entreprise. Donc, voilà les domaines auxquels l'intelligence économique s'intéresse. D'accord. Monsieur Keita. Si vous n'arrêtez pas un enseignant là, grappiller sur notre temps. D'accord, allez-y. D'après Bongo, vous savez, les enseignants, ils parlent. Alpha parle beaucoup. D'accord, allez-y. Oui, mais quelles sont les limites et la pertinence de l'intelligence économique dans un contexte d'économie informelle, un contexte où l'informel est dominant, tel que chez nous, par exemple, dans nos pays. Alors, et quelles sont les limites de la pertinence de l'intelligence économique dans notre contexte d'économie informelle? Je suis banquier, je vais utiliser en tout cas une astuce dans ce domaine-là, parce que c'est ce que je sais faire de mieux. Et quand vous regardez le système bancaire dans notre espace, il doit accompagner les entreprises, les PME, PMI, donc à s'équiper et puis à se renforcer. Mais lorsque vous regardez les statistiques de financement accordées par le système bancaire aux PME, PMI, vous serez malheureusement déçu. C'est extrêmement faible, epsilon. À titre illustratif, vous prenez les 132 banques de la zone UEMOA, vous cumulez les financements accordés par ces 132 banques de la zone UEMOA, vous rapportez au produit intérieur brut, on obtient un ratio de 29%. Ce ratio ne veut rien dire. À lui seul, il faut le comparer au financement accordé par les autres pays environnants. Prenons l'exemple sur la Tunisie ou le Maroc. La Tunisie seule, le financement accordé par les banques aux entreprises tunisiennes, rapporté sur le PIB, se situe à 87%. Or, on prend 8 pays de la zone UEMOA, qui fait plus de 3 millions de kilomètres carrés. 132 banques qui ont financé le secteur privé, mais malheureusement, on arrive à peine à un tiers du PIB. Et ce ratio atteint 86% au Maroc, 127% en Afrique du Sud. Bon, donc, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un problème. Mais quelles sont les causes qu'il y a un problème. Donc, de ce problème? Pour répondre à la question de monsieur Keita, c'est que l'intelligence économique, c'est une discipline qui traite de l'information. Et les banquiers aujourd'hui ne disposent pas... Donc pour le secteur formel seulement, ou bien? Les banquiers aujourd'hui ne disposent pas suffisamment d'outils pour comprendre le secteur informel. Et c'est là la difficulté. Donc l'intelligence économique en tant que discipline doit être utilisée de manière, en tout cas, scientifique par le système bancaire pour mieux élaborer les outils afin de comprendre le secteur informel
et pour l'accompagner. Aussi, l'État a une responsabilité. Absolument. Parce que l'État doit mettre en place un environnement équilibré, favorisant le développement des PME-PMI. Si l'État n'arrive pas à produire suffisamment d'informations, ou l'État n'arrive pas à mettre en place suffisamment de dispositifs pour accompagner les entreprises informelles, aller vers le formel, et ça pose problème. Ça pose problème pour l'État, par l'État lui-même, parce qu'il y a des impôts qui échappent à l'État. Exactement. Dans l'informel, c'est nombreux, ils ne payent pas d'impôts. Exactement. L'illustration par excellence, si vous permettez, je termine pour répondre à votre question. L'illustration par excellence, c'est que c'est regarder nos artisans, nos PME-PMI. Aujourd'hui, elles sont confrontées à toutes les difficultés au monde. Monsieur Sylla, quelle est la recette que vous avez pour adapter la pertinence de l'intelligence économique à un secteur informel? Quelle est votre recette? Justement, c'est ce que j'allais dire tout de suite. Quand vous regardez les difficultés rencontrées par nos entreprises, nos artisans, mais la difficulté, elle est double. La première, c'est la concurrence déloyale. Imaginez une entreprise qui est à l'international, qui est implantée dans un pays émergent ou développé, qui a bénéficié d'un environnement économique équilibré, avec des infrastructures équilibrées, des routes, des ponts, des aéroports, et de toutes sortes de logistique. L'Internet est quasiment à 0 francs. Et on permet, exactement, le taux d'intérêt est à 0% d'ailleurs. Donc, l'État met toutes les dispositions pour accompagner cette entreprise qui va produire des biens et services. Et malheureusement, nos États ont signé des conventions avec l'OMC pour ouvrir les frontières à outrance. Et on va demander à nos entreprises qui n'ont même pas de main-d'œuvre qualifiée. Les forces ne sont pas les mêmes. Contrairement à ces pays où l'État participe à la formation de la population pour former les populations, et les entreprises ont comment on appelle ça, une main-d'œuvre bien formée, bien qualifiée, et on va demander à nos entreprises qui à peine arrivent à trouver des gens bien formés et qui comprennent les enjeux de la concurrence locale, régionale, africaine, internationale, à peine qui n'ont même pas qui ne peuvent même pas acheminer les productions agricoles des zones de production vers les centres urbains de consommation, ou de nos artisans qui sont en ville ici. Donc, on va les demander de concurrencer ces produits qui viennent de la Turquie, de l'Inde, de la Chine, du Japon. Mais c'est pour demander à un enfant qui est né aujourd'hui de se lever, de jouer au football, de marcher, de courir. Les oranges du Maroc qui sont là. De courir, voilà. Et en même temps de jouer les riz aussi de la Chine. Avec Messi. Donc c'est quasiment impossible. Donc on envoie justement nos entreprises à l'abattoir. Alors, justement là. Donc vous êtes pour quoi? Vous êtes pour un protectionnisme ou bien quoi? Une forme de protection? Aucun pays ne s'est développé dans l'ouverture des frontières outrance. Regardez l'histoire. Dans quelle proportion faut-il ce protectionnisme-là pour que les entreprises maliennes c'est la responsabilité de nos dirigeants de prendre la température. En tant qu'économiste, vous avez quand même de surcroît spécialiste de l'intelligence économique. Vous êtes supposé avoir suffisamment d'informations pour pouvoir donner quand même des orientations. Bien sûr, dans ces orientations, je le fais à travers mes écrits, à travers le livre, les articles que j'ai eu avec ma femme. Je participe. Il s'agit de parler de ces orientations sur le plateau, quelques-unes. Il s'agit d'évoquer quelques-unes de ces orientations sur ce plateau. Justement, c'est ce que je lui explique. Je dis qu'aujourd'hui, aucun pays ne peut prendre l'histoire des 267 pays dans le monde, aucun pays ne s'est développé avec une économie ouverte à outrance. Ce n'est pas possible. Vous ne le trouverez pas. Tous les pays ont d'abord commencé à protéger leurs entreprises domestiques, à les renforcer, à faire des entraînements, donc à mettre en place des stratégies pour les accompagner, mettre en place des schémas de financement alléchants. Et quand ces entreprises ont été suffisamment fortes, l'État les a aidés maintenant à aller à l'international. Je vous donne les cas de la Chine. La Chine, si vous me permettez, mais a passé plus de 30 à 40 ans à observer les pays africains, à collecter de l'information sur l'Afrique, sur les populations, sur les modes de consommation, quelles couleurs nous aimons, quels sont les goûts que nous adorons, et quels sont les rapports entre les entreprises et l'État. Une fois que la Chine a eu suffisamment d'informations stratégiques, une analyse a été faite et une stratégie a été dégagée. Ça, c'est l'intelligence économique. Donc, et c'est ce qui a permis à la Chine aujourd'hui d'occuper
nos marchés, on se réveille et on va trouver que les produits chinois sont partout. Ce n'est pas un hasard. Donc voilà l'apport de l'intelligence économique. En économie aussi, il y a un système, comme on le dit, de réciprocité. Est-ce qu'en fermant notre économie, nous n'allons pas faire face aussi à la fermeture des économies des autres pays, alors que nous aussi, quelque part, nous avons quand même d'autres produits à vendre à l'extérieur. Donc il y a quand même une forme de réciprocité qui s'applique. Et selon vous-même, le monde est aujourd'hui organisé à travers l'OMC et beaucoup d'autres choses qui s'appliquent. Est-ce que la fermeture, comme vous l'avez dit, d'une certaine façon, le renoncement à ce libéralisme-là économique que vous êtes en train de proposer ne pourrait pas avoir un effet boomerang sur la situation économique des pays, comme vous l'avez dit, les plus faibles, qui n'ont pas voix au chapitre à l'échelle internationale. Pourquoi les plus faibles? Parce qu'ils n'ont pas voix au chapitre. Parce que ce n'est pas là que les décisions se font. Parce qu'en réalité, même tes partenaires, même vos partenaires traditionnels sont sous influence d'autres partenaires plus forts. Voilà en réalité la situation du monde actuel. D'accord. M. Takou vient de dire quelque chose qui est extrêmement intéressant. Il dit parce que les plus faibles n'ont pas été préparés. Qui doit les préparer? L'État. L'État doit les préparer. Donc, c'est à l'État. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, si aujourd'hui on se lève dans nos pays, plus faible, parce que quand l'État lui-même on se lève, alors on se lève dans nos pays, si on a un peu d'argent, on va là où on veut. On se lève dans nos pays, si on a un peu d'argent, on va là où on veut, on apporte tout ce qu'on veut. On ne subit pas, mais on s'adapte. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui, M. Keïta, est-ce que vous pensez aujourd'hui que... On s'adapter à un certain niveau. Aux États-Unis, en Europe, un commerçant peut se lever, prendre les marchandises qu'ils veulent, les amener, inonder le marché américain. Est-ce que vous pensez que vous êtes journaliste, vous savez que c'est impossible? Parce que ces économies sont dotées d'une norme. C'est pas la même. Je termine. Ces entreprises ce n'est pas la même chose pour des États. Non, ce n'est pas la même chose pour des États qui vivent essentiellement pour une grande partie comment on appelle de fiscalité aux portes. Tous les États doivent vivre de fiscalité aux portes. Non, mais ces États-là, nous sommes des États qui vivent de fiscalité aux portes. Les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, la Russie ne sont pas des États qui ont été créés avec cet État, avec cette situation d'opulence. Ils ont construit leur avantage comparatif. Ils les ont construits, ils ont fait des choix stratégiques. Et chaque pays a regardé, en tout cas, son économie, a mis en place une sorte de protectionnisme, donc pour ne pas laisser inonder son marché. Et regardez, en Europe, pourquoi on parle de normes sanitaires? Ils disent que certains produits ne peuvent pas accéder, ne peuvent pas être exportés en Europe parce que ça ne reste pas les normes sanitaires. Quelles normes sanitaires? Est-ce que les gens qui consomment ces produits dans les pays d'origine sont morts? Ces pays existent. Ces normes sanitaires sont des formes de protectionnisme intelligent. Vous le savez, vous êtes journaliste. Donc, vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas continuer à laisser nos frontières à cet état. Si on le fait, on va conduire nos entreprises à l'abattoir. Donc, monsieur Sylla, comme nous sommes dans l'espace AES, un nouvel espace qui a l'expérience de la CEDEAO, qu'est-ce que vous préconisez pour cet espace pour qu'il soit économiquement viable? Oui, mais cet espace-là, c'est... Permettez-moi de sortir un peu du domaine de l'économie. On est dans un nouvel ensemble. Et dans cet ensemble, chaque métier, chaque individu a une valeur ajoutée. Les médecins de cet ensemble doivent imaginer, mettre en place des politiques de santé publique et soigner les populations. Les enseignants doivent davantage renforcer la capacité des citoyens de cet espace. Les journalistes doivent participer à la production et à la diffusion de l'information, encourageant en tout cas cette vision. Et les économistes ou les banquiers doivent accompagner les politiques qu'il faut. Donc chaque métier a une responsabilité historique dans la construction de ce nouvel ensemble. J'ai une question pour lui. Takou va terminer sa question. Il n'a qu'à terminer avec la question, on n'a pas terminé. Oui, mais vous êtes parti sur les généralités. Oui, mais dit qu'est-ce que vous préconisez économiquement pour cet ensemble? Mais
c'est ce que j'ai développé précédemment. J'ai dit que nos économies aujourd'hui, on ne peut pas aller... Les finances, c'est-à-dire... Si on regarde secteur par secteur, c'est une erreur stratégique qu'on fait souvent en secteur, économie. L'économie est une globalité. Et pour avoir une Vous avez mis l'accent, robuste, c'est-à-dire que ce que les journaux doivent faire, les médecins, tout ça là, qui forment sauf ce que vous ne dites pas, ce que vous ne dites pas, vous responsabilisez les différents secteurs, vous responsabilisez les différentes professions, en occultant que ces professions-là ont été mises devant le fait accompli quelque part dans la création de cette espèce. On n'a pas, par exemple, on ne s'est pas concerté avec les journalistes avant de créer cet espace pour connaître d'abord les enjeux de cette création dans ce domaine, ni pour les médecins, ni pour les autres professions et les autres corporations. Ils sont devant un fait accompli et donc ils doivent maintenant participer, soutenir et puis trouver avec les autres, faire quelque chose. Vous pensez que c'est possible dans ce sens sans avoir fait au préalable une méthode participative, une démarche participative qui devrait mener d'abord à la création de cet espace-là? Monsieur Keita, depuis quand, pour des questions de souveraineté, chaque sphère de la chose publique a une parcelle de responsabilité? Le dirigeant de l'entreprise... Des questions de souveraineté, vous dites? Laisse-moi terminer, s'il vous plaît. Vous avez créé, si vous créez une entreprise aujourd'hui, vous êtes les dirigeants de cette entreprise, vous voulez mettre en place une politique pour stopper la production d'un produit, selon vous, qui ne vous rapporte pas suffisamment d'argent, et vous le positionnez sur un produit. Est-ce que vous avez besoin de consulter tous vos collaborateurs au sein de l'entreprise? Ça ne se passe pas comme ça. C'est le parallèle que vous faites entre le choix des États de faire un espace comme ça. Non. Laissez-moi terminer. Est-ce que vous êtes obligé? Écoutez, est-ce que vous êtes obligé de consulter tous les salariés au sein de l'entreprise? Est-ce que c'est le parallèle que vous êtes en train de faire? Non. Est-ce que nos pays ont décidé? Nos pays ont décidé. Non, c'est là que je ne suis pas d'accord. Nos pays n'ont pas décidé. Nos pays ont décidé. Nos pays n'ont pas décidé. Les États, les dirigeants, de fait. Oui, mais les dirigeants de fait. Les États sont représentés par les des dirigeants de fait ont décidé. Mais permettez-moi de fait ont décidé d'inverser. Permettez-moi d'inverser les rôles. Je vais vous poser une question similaire. La Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne par référendum. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Par référendum. Je vais poser une question, s'il vous plaît. Allez-y. Elle est sortie de l'Union européenne, n'est-ce pas? Et c'était une union à 27. Elle est sortie parce qu'elle pense que ses intérêts ne sont plus, en tout cas, en phase avec la vision. C'est ça la démarche. Elle a consulté. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je ne suis pas juriste. Okay, donc, ses intérêts n'étaient pas en phase donc, avec l'Union européenne. C'est une union à 27. Et c'est fait sans tambour, sans trompette. Ah, jamais. Si, c'est fait. Mais c'est fait avec tambour et trompette. Non. Ah si. Mais les partisans du Brexit. Mais quand même, alors. Mais est-ce qu'on a déstabilisé la Grande-Bretagne parce qu'elle est sortie de l'Union européenne? Mais parce qu'ils sont consultés et les gens se sont alignés sur la voie qui a dominé. Oui, mais sur les suffrages, sur la tendance qui a dominé le suffrage. Mais vous pensez qu'on peut qu'on peut faire un référendum dans ce contexte d'exception? Pas forcément un référendum. Vous pensez qu'on peut le faire dans ce contexte d'exception où le pays est en train de faire face, en tout cas, à une guerre asymétrique? Oui, monsieur Takou, excusez-moi. Sur un angle politique. Excusez-moi, j'ai une petite question à Takou, s'il vous plaît. Donc, moi, je vais poser une question à monsieur Essila. Aujourd'hui, avec toutes les opportunités que, par exemple, les pays africains ont. Donc, je vais même prendre l'AIS seulement. Donc, toutes les opportunités que nous avons, les richesses qui sont là. Donc, mais pourquoi, selon vous, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, là, en réalité, nos économies peinent à décoller avec toutes ces richesses? Quelle est la cause? Ou quelles sont les causes? Alors, pourquoi on n'arrive pas à décoller? Économiquement, comment on peut comprendre ça? Comment on peut comprendre ça? Vous savez que... On est riche, on est premier en ça, on est troisième en ça, on est deuxième en ça, bon, mais en réalité, ça ne va pas. Oui, parce que l'Afrique a eu trop de traumatismes, il faut le dire. Et l'Afrique a connu, c'est pas qu'on planifie sur notre sort, ce n'est pas ça, mais aucun continent n'a subi autant de traumatismes que l'Afrique. On commence quelque chose qu'on nous impose, à peine on le comprenne,
on change, on amène une nouvelle politique. Non, c'est ce qui est mieux pour vous. On se précipite et ce qui, en tout cas, ça fait rire, c'est que souvent, on qualifie certains pays de bons élèves. Vous savez qui est maître, qui est élève. Donc, on dit que non, ce pays est bon élève parce qu'il arrive à faire ce que le maître le dit. Donc, à peine on arrive à comprendre les modèles économiques qu'on nous impose, ils amènent un autre modèle. À peine on le comprend, ils amènent un autre modèle. Donc, on est dans un éternel recommencement. Les États sont les meilleurs modèles. Non, je ne parle pas de modèle de coup d'État, je parle de modèle économique. La question, non, s'il vous plaît, sa question c'est par rapport au modèle économique. Sa question c'est par rapport au fait pourquoi on n'arrive pas à se décoller. Voilà. Pourquoi on n'a pas à se décoller? Mais regardez, en 1960, quand on a eu est-ce que le coup d'État, ce n'est pas une cause aussi, le coup d'État? Je n'ai pas, s'il vous plaît, fini à répondre à sa question. Lorsque nous avons commencé à avoir nos indépendances, mais qu'est-ce qu'on nous a proposé? On nous a proposé des financements. On a proposé des financements pour nous développer. Et ces financements ont été accordés par qui? Par les institutions de Bretton Woods, que vous connaissez plus que moi d'ailleurs, vous êtes journaliste. Donc, toutes sortes de montages financiers a été fait, endetter ces pays pendant pratiquement une bonne dizaine d'années. Lorsque le premier choc pétrolier en 1973 est arrivé, subitement, on a commencé à rencontrer des difficultés parce que la logistique internationale a changé. Les cours des produits ont commencé à... On a eu ce qu'on appelle l'inflation par l'importation. Donc, le pouvoir d'achat était relativement faible. Donc, nos recettes ont baissé parce que les coûts de production ont été élevés et on nous demande de rembourser justement ces emprunts par des recettes d'exportation qui sont de plus en plus faibles. Donc, on se serre les ceintures pour les rembourser et ne serait-ce que les intérêts d'abord en premier, parce que c'est l'intérêt qu'on les rembourse en premier. On commence à rembourser les intérêts d'année en année alors que le taux de croissance à l'époque était extrêmement faible et fragile. Donc, on puise sur la maigre richesse qui a été créée pour rembourser et on n'arrive pas à faire de l'investissement. On est resté dans cette configuration pendant presque une trentaine d'années. Et dans les années 80, fin des années 80, nos richesses nous échappent. Nos richesses nous échappent parce que nous n'avons pas la technologie pour les valoriser. Pour la transformation, c'est ce qu'on vient de dire. Mais si nous prenons l'exemple sur les pays arabes, ils ont su quand même faire, mieux que nous. Bien sûr, avec leurs ressources quand même. Oui, mais comparaison n'est pas raison. Les pays arabes n'ont pas eu la même histoire que les pays africains. Monsieur Silla, les pays africains ont subi beaucoup de traumatismes. Monsieur Silla, mais aujourd'hui... Monsieur Silla, écoutez-moi. Vous parlez, vous accusez, vous chargez les autres. Qui? Je charge qui? Le traumatisme dont on nous a imposé, voilà. A été victime. Oui. On sait d'où ça vient ce traumatisme. L'esclavage, la colonisation, tout ça là. Il s'agit de tout cela, du FMI, de la Banque mondiale, tout cela. Et vous n'évoquez pas la responsabilité des dirigeants africains eux-mêmes. La responsabilité des dirigeants africains et les différents putschs qui font reculer nos pays. Vous n'évoquez pas ces difficultés qui sont de véritables difficultés et qui nous empêchent d'avancer. Mais, monsieur Takiou, il faut qu'on se comprenne. La responsabilité, elle est partagée. Quand j'ai commencé à répondre à la question, donc, je n'ai pas le seul le temps d'approfondir. Elle est partagée, mais la grande responsabilité revient à l'Occident. Vous ne pouvez pas le nier. Vous ne pouvez pas le nier parce qu'on n'est pas allé chercher des gens. C'est les gens qui sont venus. 60 ans en cours, c'est toujours l'Occident qui est responsable. Monsieur Takiou. Nous sommes des pays indépendants, monsieur Silla. Nous sommes des pays indépendants, mais regardez comment nos politiques économiques sont dirigées, et vous le savez très bien. Nos politiques économiques nous échappent. Ce n'est pas nous qui fixons et qui décidons de ces politiques économiques. Et vous le savez, vous êtes journaliste. Mais regardez, je vous donne un exemple par illustration. Regardez les cas de la Grèce. Mais la responsabilité de nos dirigeants, nous avons une part de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, en tant que citoyen d'un pays, on a le devoir moral de sauvegarder l'intérêt de ce pays. On a le devoir moral d'aller négocier des contrats équilibrés en faveur du pays. On a le devoir moral, en tout cas, de mettre en place toutes les stratégies qu'il faut pour que nous puissions protéger nos entreprises. On a tel devoir. Est-ce que nous avons les moyens, la possibilité d'obtenir ce que nous voulons? Mais les moyens, c'est quoi? C'est les ressources humaines, le premier. Et nous en avons. Nous en avons. Et pourquoi on n'obtient pas ce que nous voulons?
Mais c'est mal utilisé. Nous avons les ressources humaines, c'est la première richesse. Ouais. Monsieur Keita, allez-y. Vraiment, revenons un peu, puisqu'on a commencé avec l'AES, on n'a pas quitté là, parce que c'est un espace quand même qui vient de quitter, comme vous l'avez dit, qui a des défis économiques à relever. Aujourd'hui, on a pris la responsabilité de quitter la CEDEAO, c'est pratiquement déjà acté. Maintenant, on se trouve déjà au stade de la coopération entre les deux entités. Sur quoi, selon vous, en tant qu'économiste, sur quels atouts repose notre audace de quitter un ensemble aussi fort pour un ensemble aussi restreint? Non. Très bonne question. Comment vous pouvez dire un ensemble fort, un ensemble restreint? L'ensemble restreint, il a été créé tout de suite. C'est la question que vous avez été posée. On a dit sur quels atouts repose cette audace. Sur quels atouts repose cette audace de quitter un ensemble aussi c'est clair, aussi fort avec ses avantages. C'est clair, c'est un ensemble très fort, plus fort que l'ensemble qu'on vient de créer. C'est une évidence. Même le fait qu'on vient d'être créé, c'est aussi un autre paramètre de la chose. Tout ça. Donc voilà, donc quels sont les atouts, sur quels atouts repose cette audace-là? Aujourd'hui, de quitter un ensemble vieux d'une quarantaine d'années pour, comme vous l'avez dit, commencer pratiquement de zéro avec un nouvel ensemble. Non. Sur quels atouts ça repose en tant qu'économiste? On ne part pas de zéro. Cet ensemble ne part vous venez de dire qu'on vient de commencer, nous partons de zéro. En tant qu'ensemble, nous partons de zéro. Ne part pas de zéro. Vous pensez qu'aujourd'hui c'est... en tout cas, de toutes les façons, l'essentiel de la question, le fond, la trame... Les pays existent depuis des siècles et les pays ont décidé de se réunir. Oui, mais la trame de la... Exactement. Les pays ont le savoir-faire. Les pays ont les avantages comparatifs. Les pays ont les produits agricoles. Les pays ont les ressources minières. La question, il va répondre, on va rajouter un peu de temps. Nous partons de zéro en tant qu'ensemble. Avec l'AES, nous partons de zéro. Non, allez-y pour la réponse. Nous partons de zéro. Oui. Donc, pourquoi quitter un grand ensemble? Quels sont les atouts sur lesquels repose notre audace de quitter cet ensemble-là? Oui, mais aujourd'hui, nos économies sont des économies qui disposent, en tout cas, d'un savoir-faire minier, d'un savoir-faire agricole, d'un savoir-faire dans tous les domaines primaires de l'économie. Nous avons une agriculture, nous avons des terres durables. Comment on peut expliquer aujourd'hui qu'un pays qui dispose de l'office du Niger comme le Mali, qui n'est même pas exploité à hauteur de 20%, qui va se permettre d'importer le riz qui est consommé de l'international? Pourquoi ne pas exploiter l'office du Niger? On le dit, mais c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Donc nous avons des atouts. Donc mettons en inexploités. La volonté politique selon vous? Bon, c'est pas forcément... La volonté politique a une part de responsabilité là-bas. Une grande les partie acteurs économiques aussi. Oui. Mais pourquoi je suis opérateur économique? Vous pensez qu'il y a plus pourquoi je suis opérateur économique aujourd'hui? Je n'investis pas dans la riziculture, mais je vais m'endetter à hauteur de milliards pour importer le riz qui est même avarié. C'est des stocks qui sont destinés. Vous pensez qu'il y a plus C'est des stocks de riz qui sont gardés, et quand la date de péremption approche, on les sort, on met un peu de couleur et puis voilà, nous allons chercher. Mais vous pensez qu'il y a plus d'opportunités à les valoriser, ces atouts-là, à les mettre en exergue dans l'AES que dans la CEDEAO? Oui, mais aujourd'hui, si on ne valorise pas nos savoir-faire, c'est que nous Est-ce que la CEDEAO était un frein à la valorisation de ces regardez la configuration de nos partenaires commerciaux. Avec quel pays nous commerçons aujourd'hui? Le premier partenaire commercial du Mali, c'est la Côte d'Ivoire. Regardez les statistiques. Raison de plus. Les Côte d'Ivoire et puis le Sénégal. Raison de plus pour ne pas abandonner. Mais le Mali n'a pas coupé avec la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Ils n'ont pas coupé. Mais c'est les mêmes peuples. Vous avez de la famille en Côte d'Ivoire, au Sénégal, c'est les mêmes peuples. Mais ces ensembles sont obligés de collaborer, de trouver des accords équilibrés. C'est ce que l'Angleterre a fait avec l'Union européenne. Donc c'est ce que vous êtes en train de dire qu'il n'y avait pas lieu de quitter alors? Non, c'est parce que... S'il faut quitter pour faire de ce que je n'ai pas dit. S'il faut quitter pour mieux rester ensemble? Non, pas pour mieux rester ensemble. Ces pays ont décidé, compte tenu de leur réalité politique, de se mettre ensemble. Et nous, on doit travailler justement pour valoriser, tout le potentiel économique que nous avons. Dans ce cas, c'est l'argument politique qui a prévalu, non pas l'argument économique? Je ne suis pas au niveau, en tout cas, de la responsabilité politique pour pouvoir vous dire si l'argument politique a prévalu. Pas poser cette question aux nos dirigeants. Ils vont vous répondre. D'accord. Moi, je n'ai pas... Monsieur Silla, nous sommes dans l'économie. On a parlé de l'économie formelle, de l'intelligence économique. Nous, au Mali,
selon vous, nous travaillons dans quelle économie? Quelle est la caractéristique de notre économie? Elle correspond à quoi? Bon, nous travaillons dans une économie relativement primaire. Primaire, c'est-à-dire qui est basée sur l'exploitation des produits agricoles et miniers non transformés. Quand vous regardez la structure de notre balance commerciale, la plupart de ce que nous exportons, c'est le coton brut, comme vous le savez, avec les deux campagnes, campagne coton, campagne intrant, avec la CMDC qui engrange beaucoup de milliards. Donc nous exportons le coton brut, nous exportons aussi l'or, nous exportons aussi du céréal. Donc, même si la première pause d'une raffinerie. Voilà, donc, et voilà la caractéristique de notre économie. Donc c'est ce qui caractérise généralement l'économie, en tout cas des pays. Voilà, nous exportons exactement du primaire. Bon, pour avoir un peu plus de valeur ajoutée, il faut qu'on investisse un peu plus dans la transformation de ces produits primaires pour que nous puissions plus... on n'est pas obligé de consommer du lait qui vient d'Hollande. On a à Banguida tout près ici des unités qui produisent le lait. On peut les conditionner, on peut les labelliser. Et on n'a pas besoin de manger tous les matins un croissant. Nous avons un savoir-faire culinaire. Depuis des décennies, c'est la même littérature. Vous m'excusez de l'expression. C'est la même situation. Nous connaissons la caractéristique de notre économie. Nous connaissons ses faiblesses. Nous savons que notre économie a des produits qui ne sont pas transformés sur place. On va les transformer ailleurs. On vient nous les vendre plus cher. Exactement, tout à fait. On vient nous les vendre plus cher. Absolument. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on pourrait faire mieux qu'hier et avant-hier? Aujourd'hui, c'est-à-dire dans quel espace-temps? Ce moment, cette période de l'AES, le Mali AES. La transformation économique, elle est structurelle. Elle ne peut pas se passer en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, en 5 ans. C'est impossible. C'est impossible. Donc, il faut une analyse en profondeur de nos savoir-faire. Et il faut savoir ce qu'on veut faire. D'accord. En fonction de ça, nous allons investir. Monsieur Keita, on va prendre ça même pour la dernière question. On va laisser. Non, on va aller avec les fonction de ça, hein. nous allons maintenant investir dans les secteurs vers lesquels on veut transformer, on veut avoir un changement structurel. Et nous allons demander même à nos banquiers d'orienter la politique de financement par rapport à certains segments, certains secteurs. Donc il faut structurer. Monsieur Keita, très vite. Effectivement, Chana avait abordé déjà la question à un certain moment, mais ça a été survolé puisque c'était un peu hors de saison à l'époque, mais je reviens là-dessus. Et il s'agit de l'environnement politique dans lequel nous vivons. Nous étions dans un environnement beaucoup plus protégé, tel que la CEDEAO, avec des structures, des mécanismes juridiques qui permettaient, comme vous l'avez dit, aux entreprises d'être mieux protégées. Aujourd'hui, nous sommes dans l'AES. Nous sommes dans un environnement politique aussi marqué, comme vous le savez, par des pouvoirs de fait, sans mécanisme institutionnel démocratique. Quel est, selon vous, quel peut avoir l'impact de cet environnement-là? Environnement juridique non protégé pour l'instant, et un environnement politique aussi peu attractif pour les investissements de l'extérieur sur l'économie de cette nouvelle confédération qu'on vient de quitter. Avant de répondre à votre question, j'aimerais vous reposer une question. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous entendez par environnement protégé? Je ne comprends pas justement votre question. Qu'est-ce que vous entendez par un environnement protégé? C'est quoi? Je voulais dire. Nous étions par exemple dans la CEDEAO avec une cour de justice qui permettait aux entreprises, s'ils étaient lésés aujourd'hui, de poursuivre par exemple les mécanismes et puis les trucs juridiques, voilà, donc ça c'est un exemple précis. Contentieux juridiques jusqu'au niveau de la CEDEAO pour avoir gain de cause. Aujourd'hui, nous sommes dans un coup, les trucs sont un peu déprotégés. Il n'y a pas de structure juridique, il n'y a pas de protection juridique pour les entreprises actuellement dans le nouvel espace où on se trouve. Ils ne sont pas encore mis en place. Et ils ne peuvent être mis en place que dans un environnement démocratique. Il va répondre. Ils ne peuvent être mis en place que dans un environnement démocratique. Même là, même s'ils sont mis en place, ces structures-là, sans environnement démocratique, ça ne vaut rien. Donc voilà, je veux dire, cet environnement juridique et l'environnement démocratique, l'absence d'environnement démocratique, surtout que nous sommes peut-être partis ici au Mali pour 5 ans, sans cet environnement démocratique nécessaire pour l'épanouissement des entreprises, comment voyez-vous vraiment
cet épanouissement-là, comment voyez-vous l'impact de cet environnement sur l'économie? Allez-y, M. Silla, très vite. Et je vais donner 2 exemples pour répondre à votre question. Vous parlez de l'environnement juridique protégé. Vous vous rappelez certainement de l'histoire de l'engrais frelaté qui était importé en destination du Mali, qui a été bloqué au niveau des ports d'Abidjan, qui a fait des ravages. Et vous le savez, vous vous rappelez très bien. Est-ce que ça, c'est pas des... Est-ce que si on laissait répondre, le temps est déjà parti. Est-ce que nous ferons vraiment 2 exemples à vous donner? Est-ce que si on était dans un environnement juridique protégé, ce drame allait se passer dans la zone CEDEAO? 2e exemple. Un pétrolier a déversé en Côte d'Ivoire ces déchets, vous vous rappelez certainement, il y a eu des émissions là-dessus, qui a tué des milliers d'Ivoiriens. Et toute la côte a été polluée. Il y a un procès. Il y a un procès, mais combien a été payé? Des dédommagements sur combien? C'est un arbitrage qui sera fait par l'entreprise pollueur. Il va regarder, c'est plus facile de payer. C'est plus facile de payer en CFA qu'en euros. D'accord. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut se permettre de faire ça aux États-Unis? Merci. Ou parler d'environnement protégé? Le temps est déjà parti, on nous fait signe. Oui, allez-y en quelques secondes. Il parle d'environnement protégé. Donc, on a suffisamment d'exemples pour dire que notre environnement n'était pas suffisamment protégé comme vous le pensez. Nous venons de rentrer dans une nouvelle organisation. Il faut laisser le temps au temps. La voie est tracée selon vous? Vous ne pouvez pas aujourd'hui cracher sur l'avenir. L'histoire nous en dira. L'histoire nous en dira. La CEDEAO, on va aller vers les réquisitoires. La CEDEAO a été créée et elle avait 2, 3, 4 ans. Mais les gens ont cru à cette organisation. Allez-y pour les réquisitoires. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui. On avait un peu imputé sur le temps. Bon, voilà. Que nous avons discuté d'un sujet intéressant. Très intéressant. Pertinent. Et nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour l'aborder suffisamment. Et je pense que notre invité, qui est spécialiste de la question, a tenté d'apporter des réponses aux questions posées. Mais nous sommes dans l'économie. L'économie, comme la politique, c'est très souvent une question d'option. Une question d'option, une question de vision. L'économie est orientée par une vision politique. C'est la vision politique qui sous-tend l'économie. Si la vision politique n'est pas solide, si elle n'est pas bien structurée, n'attendez rien de l'économie. Donc, je pense que c'est un homme optimiste qui croit en l'AES, qui croit en ses atouts, qui pense que l'AES pourrait améliorer la situation. Par contre, mon voisin de droite pense qu'il faut un environnement démocratique sécurisé selon son terme, un environnement sécurisé pour pouvoir faire évoluer tout cela. Bon, moi je suis très proche de mon voisin, que de cela par rapport à cette approche. Cela étant, je pense qu'il a défendu une position, il a défendu une vision, un optimisme. Est-ce que c'est un optimisme béant? Bon, je n'en sais rien, mais je pense que l'avantage est qu'il y a des gens qui croient en l'AES. Il y a des gens qui pensent que il ne faut pas insulter l'avenir, comme s'il l'a dit. Donc, je pense qu'il faudrait donc suivre cette vision, cette orientation pour voir ce que ça donne. Donc, il a le mérite et le courage de dire ce qu'il pense, de dire qu'il faut croire en l'avenir. Il est très optimiste. Un homme optimiste ne doit pas faire la prison. Il doit être libéré. On doit le laisser avec son optimisme pour l'avenir. Donc libérez-le de liens de l'accusation. Merci El Hadji Takou. Monsieur Keita. Bon, peut-être qu'il est optimiste, je consens qu'il est optimiste, mais son optimisme ne me convainc pas. En tant que vraiment économiste,
de qui on devrait attendre vraiment des réponses beaucoup plus rationnelles par rapport aux questions que nous avons soulevées ici. Ça n'a pas été le cas pour pratiquement beaucoup de questions que nous avons eu à aborder ici. J'ai comme l'impression que notre invité n'est pas venu en tant qu'économiste, mais il est venu avec des positions préconçues. Qu'il est venu défendre. Préconçu, effectivement. Okay. Qu'il est venu défendre, c'est-à-dire qu'il était déjà formaté avant de venir pour défendre l'AES. Et quand on parle de l'AES, oui, il ne voit jamais, il ne voit que des atouts. Effectivement, il a développé les atouts économiques dont il dispose, mais il n'a pas... qu'il est resté dans son domaine. Il n'a pas parlé des handicaps de l'AES. L'AES, c'est un peu comme des pays qui connaissent des problèmes énergétiques par rapport à l'économiste qu'il est. Il devrait le savoir. L'AES, c'est des pays qui connaissent des problèmes sécuritaires aujourd'hui qui devraient avoir un impact également sur le truc et qui aurait besoin peut-être d'autres partenaires, d'autres voisins, d'élargir son champ de voisinage pour affronter toutes ces questions-là. Mais pour lui, non, on a choisi et puis c'est tout. On doit aller dans le sens que les autorités ont choisi. Et la question que je viens de poser, sur laquelle Chana a beaucoup surfé également, qui est la question politique et la question démocratique également, en l'abordant, je n'ai pas vu vraiment cette... si vous voulez, équidistance, cette approche rationnelle qu'on devrait attendre d'un économiste, d'un scientifique qu'il est. Monsieur le Président, vraiment, je suis resté sur ma faim. Cela étant dit, je pense que son courage de venir nous affronter et d'aborder les questions qui connaissent le Mali est à louer. Néanmoins, je voudrais que vous lui infligiez vraiment un sursis. D'accord. Merci, monsieur Keita, merci, Takiou. Donc, comment on va le dire, donc, monsieur Takiou, moi, je vais vraiment suivre monsieur Takiou. Merci pour votre réquisitoire. Mais comme Chana l'a dit, vraiment, un homme optimiste ne mérite pas la prison. On va le libérer. Monsieur Silla, vous êtes libre. Je vous remercie. Vous avez les derniers mots en quelques secondes. Ok, vraiment, merci beaucoup. Le débat était très, très intéressant. C'était un échange de donner et de recevoir. Merci bien. Je sors très, très enrichi par rapport à des expériences diverses et variées, très, très riches. On le sent à travers la qualité des questions et qu'on a en face des experts dans leur domaine. Donc, je pense que si on arrive, en tout cas, à mettre toute cette intelligence diversifiée collectivement, je pense et je suis convaincu que nous allons de l'avant. Merci, monsieur Silla. Merci, monsieur Keita. Merci, El Hadj Takiou. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission.